Alors, comment on fait en physique pour décrire un mouvement? Qu'il s'agisse d'une planète qui tourne en orbite ou d'une simple voiture de course sur un circuit, eh bien tout est une question de perspective. C'est ça la clé. Choisir le bon point de vue et hop, un problème qui paraissait super complexe devient tout d'un coup limpide. Alors, voilà le programme. On va commencer tout doux, avec les bases, le langage du mouvement, la fameuse grille cartésienne, celle qu'on a tous vue à l'école, pas vrai? Et puis petit à petit, on va s'amuser un peu. On va tordre cette grille, on va la faire tourner, on va même l'accrocher à un objet qui bouge, juste pour voir comment la physique, elle se dévoile sous un jour complètement nouveau. C'est un peu un voyage, du familier vers des outils de pensée vraiment puissants. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Avant toute chose, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes, qu'on parle le même langage. Pour décrire le mouvement, il nous faut un vocabulaire commun, c'est la base. D'abord, la cinématique. C'est quoi? Eh bien c'est simple, c'est l'étude du mouvement, mais sans se préoccuper des forces. On est purement dans la description, on se concentre sur la géométrie du truc quoi. Où est l'objet? À quelle vitesse il va? Est-ce que sa vitesse change? C'est le comment, pas encore le pourquoi. Ensuite, un concept super utile, le point matériel. Pour se simplifier la vie, les physiciens font souvent ça. On prend un objet, disons la Terre, et on fait comme si toute sa masse était concentrée en un seul petit point. Ça peut paraître bizarre, mais c'est hyper pratique. Ça nous permet de nous focaliser uniquement sur sa trajectoire, son orbite, sans avoir à gérer sa rotation ou sa forme. On simplifie pour mieux comprendre. Et tout ça, ça repose sur 3 piliers, 3 vecteurs clés. On a d'abord le vecteur position, tout simple, il nous dit où est l'objet. Ensuite, si on dérive ce vecteur par rapport au temps, hop, on obtient la vitesse. Et si on fait la même chose avec la vitesse, on la dérive, on trouve l'accélération. Position, vitesse, accélération, voilà, c'est vraiment la fondation de tout ce qu'on va voir ensemble. Bon, on attaque avec du connu, du solide. Le système le plus intuitif, celui qu'on connaît tous, la bonne vieille grille avec ses axes X, Y et Z. Le fameux système de coordonnées cartésien. Et qu'est-ce qui rend ce système si simple, si direct? C'est une seule chose, mais elle est cruciale. Ces vecteurs de base, les fameux IJK, ils sont constants, ils sont fixes dans l'espace. C'est comme une boussole qui indiquerait toujours les mêmes directions, peu importe où on se trouve dans la pièce. Ils ne bougent pas d'un poil. Et comme ces vecteurs sont fixes, le calcul devient un jeu d'enfant, vraiment. Pour passer de la position à la vitesse et de la vitesse à l'accélération, il suffit de dériver les composantes x, y, z, chacune de son côté. Les vecteurs IJK, eux, ils restent tranquilles, comme des spectateurs. Du coup, les équations sont super propres, super simples. Mais attention, profitez bien de cette simplicité parce qu'elle ne va pas durer. Voilà, ça donne ça en cartésien. C'est net, c'est propre, c'est prévisible. Position, vitesse, accélération, on dérive juste les composantes. C'est nickel pour décrire, un objet qu'on lance ou une voiture qui roule en ligne droite. Le problème, c'est que dans la vraie vie, la plupart des mouvements sont courbes. Et là, la question se pose, comment on fait pour décrire une rotation avec ce système? Alors justement, passons à un cas un peu plus tordu. Imaginons que notre grille de référence, notre repère, ne soit plus fixe. Imaginons qu'elle se mette à bouger. Et c'est là, croyez-moi, que ça devient vraiment intéressant. La différence entre les deux, elle est énorme, fondamentale. Le système cartésien, c'est une carte de Paris. Les rues ne bougent pas. Le système cylindrique, ou polaire, c'est plutôt un écran radar. La ligne qui balaie l'écran, elle tourne sans arrêt. Du coup, les vecteurs qui nous servent de guide, ils changent de direction à chaque instant. Tout bouge. Et ça nous amène à la question qui change tout. Qu'est-ce qui se passe quand nos propres instruments de mesure, nos règles, nos rapporteurs, c'est-à-dire nos vecteurs de base, se mettent à bouger en même temps que ce qu'on essaie de mesurer? Comment on peut encore s'y retrouver? C'est tout le défi de ces systèmes de coordonnées mobiles. Et la réponse, la voilà. C'est la grande conséquence. Contrairement à nos bons vieux IJK, la dérivée d'un vecteur de base qui bouge, elle n'est pas nulle. Et ce petit détail qui n'en est pas un va faire apparaître des termes complètement nouveaux dans nos équations. C'est ce qui rend ces systèmes un peu plus complexes, c'est vrai, mais c'est aussi ce qui fait toute leur puissance. Et là, regardez bien la magie. Si on regarde l'expression de l'accélération, on voit apparaître des trucs nouveaux, des termes qui n'existaient pas du tout en cartésien. Ce terme en moins Rofit-Carry, par exemple, c'est l'accélération centripète. C'est exactement ce qui nous colle au siège dans un manège qui tourne vite. Et l'autre terme, un peu plus complexe, il cache l'effet de Coriolis. Le plus fou, c'est que ce ne sont pas de nouvelles forces, c'est juste le résultat de notre point de vue qui tourne. La physique n'a pas changé, c'est notre façon de la décrire qui la révèle. Bon, on a vu ça en 2D avec la rotation sur un plan. Maintenant, passons à la 3D. On va étendre cette idée de coordonnées qui tournent à tout l'espace avec le système sphérique. Alors, en sphérique, comment ça marche? Pour localiser un point, on a besoin de 3 choses. D'abord, sa distance par rapport au centre, r. Ensuite, 2 angles, θ et φ.
C'est exactement comme la latitude et la longitude sur un globe terrestre, mais on ajoute la distance par rapport au centre de la Terre. Et ce qui est génial, c'est que la position est hyper simple à écrire, c'est juste r, la distance, dans la direction qui part du centre. Facile. Mais c'est quand on regarde la vitesse qu'on voit toute la beauté du système. La vitesse se décompose naturellement en 3 mouvements. Un mouvement pour s'éloigner ou se rapprocher du centre, un autre pour monter ou descendre, comme la latitude, et un dernier pour tourner autour, comme la longitude. Et voilà, on a le langage parfait, taillé sur mesure, pour décrire l'orbite d'un satellite. Allez, encore un changement de perspective, un dernier, mais radical. Jusqu'à maintenant, on observait le mouvement de l'extérieur. Mais et si on accrochait notre système de coordonnées directement sur l'objet en mouvement? Si on se mettait à sa place? C'est ça l'idée du repère de Freinet. Là, c'est un vrai changement de paradigme. Fini le point de vue de l'observateur extérieur. On est dans la voiture de course. La direction, droit devant, elle change à chaque virage. C'est un repère qui est local, il est mobile, il vit et il bouge avec l'objet. Et la beauté de ce repère, c'est qu'il décompose l'accélération en 2 parties qui sont super intuitives. D'un côté, on a l'accélération tangentielle. Ça, c'est simple, c'est la pédale d'accélérateur et le frein. C'est le changement de vitesse. De l'autre côté, on a l'accélération normale. Et ça, c'est le volant. C'est le changement de direction. C'est tout. C'est aussi simple et puissant que ça. Bon, on a vu pas mal de choses. Cartésien, cylindrique, sphérique, Freinet. Mais à la fin, la question c'est, pourquoi avoir autant d'outils? Pourquoi toute cette collection de systèmes? Le point crucial à retenir, c'est celui-là. Il n'y a pas un meilleur système. Il y a juste le bon outil pour le bon problème. C'est comme dans une boîte à outils. On ne prend pas un marteau pour visser une vis. Eh bien, c'est pareil en physique. Essayer de décrire l'orbite d'une planète en coordonnées cartésiennes, ce serait un véritable cauchemar mathématique. Et à l'inverse, utiliser le système sphérique pour un simple lancer de balle, ce serait se compliquer la vie pour rien. Choisir son système de coordonnées, c'est de la pure stratégie. C'est une très belle façon de voir les choses. Le bon système de coordonnées, il ne fait pas que simplifier les calculs. Non, il fait plus que ça. Il révèle la physique qui se cache derrière. Il la rend évidente. Pensez à la force centripète qui apparaît comme par magie dans les équations cylindriques. C'est exactement ça. Et on va se quitter là-dessus avec une dernière question, une pensée un peu plus large, au-delà de la physique. Que ce soit en économie, en psychologie ou même dans nos vies de tous les jours, combien de problèmes qui nous semblent insolubles pourraient devenir limpides si seulement on acceptait de changer de point de vue? Parfois, la solution, c'est pas de chercher une nouvelle réponse, c'est juste de poser la question différemment.